Aujourd'hui, à Sans Fil, on va regarder une promesse d'achat et je vous explique les clauses importantes. Donc, je vous présente une promesse d'achat résidentielle pour une propriété de moins de 5 logements. Je ne vous présente pas celle du condo, mais c'est assez similaire, outre certains ajouts de condo. Donc, quand on regarde ça, on voit en premier, bon, identification des parties. Donc, c'est votre nom, le nom du vendeur. Rien de bien compliqué là. Donc, je n'ai pas de grosses explications à donner. Le point 2 de la promesse d'achat, même chose. Ça identifie le courtier. Dans ce cas-ci, c'est pré-rempli avec mon information, mon numéro de permis si je fais affaire sous le nom d'une compagnie. Et là, on commence dans le vif du sujet. Au point 3, on décrit l'immeuble. Donc, ça va être l'adresse. Ça va être, attendez une petite seconde, je vais juste vous enlever ça ici. C'est l'adresse, le numéro de cadastre et les dimensions, c'est les dimensions du terrain et la superficie du terrain et non de la maison. C'est bien important de le dire. Donc, c'est les informations qu'on trouve soit au certificat de localisation et s'il n'est pas encore prêt lors d'une promesse d'achat, on peut le prendre au plan cadastral ou au registre foncier de la ville s'il y a de la cartographie, comme dans plusieurs municipalités. On descend à la promesse d'achat, on arrive au point 4 qui est pour beaucoup de gens le plus important. C'est le prix que vous allez offrir. Donc là, vous mettez un prix, exemple, 500 000 dollars. En 4.2, est-ce que la TPS était vécue sur le prix de vente? Donc, une maison non neuve, la réponse va toujours être n'est pas assujettie à la TPS TVQ. En 4.3, ici, la grande clause, on parle d'acompte. Honnêtement, c'est très rare que ça arrive, mais si vous avez un acompte à faire, il y a deux façons de faire. Soit à la présentation, acceptation de l'offre, on donne un acompte, ou soit à la levée des conditions. Ça peut être super applicable quand c'est une vente au comptant. Donc, vous payez encore là l'immeuble 500 000, vous payez au comptant juste dans 3 mois. Pour montrer votre sérieux, vous pourriez faire un acompte, soit à l'agence immobilière en fidéicommis, ou vous pourriez demander au nom d'un notaire. Ça peut être acceptable aussi par les parties, mais il faut que ce soit dans un compte en fidéicommis. Après le prix, c'est comment on va payer, comme j'en parlais précédemment. Est-ce que vous donnez un acompte? Combien vous allez amener de comptant. Donc, les fonds additionnels, c'est, exemple, j'achète une maison 500 000, je mets 100 000 de mise de fonds avec 400 000 d'hypothèque. Donc, on met fonds additionnels, je mets 100 000 de comptant. Un emprunt, par exemple, dans notre cas, 400 000 dollars. Et en 5.4, 5.5, ça s'applique rarement. C'est est-ce qu'il y a un solde de prix de vente ou est-ce qu'il y a une assumation d'hypothèque? Ça pourrait arriver, mais ça arrive très rarement. Mais ce que je veux aussi dire, c'est en 5.3, le nouvel emprunt, super important de mettre le montant de financement que vous voulez aller chercher parce que ça va être important à la clause 6.1 ci-dessous. Parce qu'en 6.1, on dit, vous allez aller chercher un emprunt de 400 000 avec un taux d'intérêt. Il ne faut pas mettre n'importe quoi. Il faut mettre un taux d'intérêt réaliste, puis je vais vous l'expliquer dans quelques minutes pourquoi. Avec la même chose pour l'amortissement et quand le taux devient exigible. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre un amortissement de 25 ans qui est le standard, avec un taux, est-ce qu'on le renouvelle dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? Parce que si en 6.2, on ne fournit pas l'engagement hypothécaire en 6.2, 6.3, on doit fournir l'engagement hypothécaire dans un délai, par exemple, de 10-15 jours. Mais en 6.3, si vous ne le fournissez pas, le vendeur peut vous forcer à aller chercher un prêt aux conditions de 6.1. C'est rare que ça arrive parce qu'un vendeur ne veut pas attacher un acheteur qui ne veut pas acheter, puis s'il ne passe pas au financement, ils ne feront pas exprès de recommencer les démarches. Mais si le vendeur peut douter de votre mauvaise foi, en 6.3, ça dit que dans les 5 jours, s'il y a pas, dans les 5 jours suivant le délai en 6.2 pour l'obtention du financement, il peut soit vous forcer d'aller à une institution financière ou annuler l'offre. S'il ne dit rien pendant ces 5 jours-là, l'offre s'annule. Donc, si vous êtes de mauvaise foi, mais l'acheteur peut vous forcer à faire affaire avec un prêteur hypothécaire aux conditions en 6.1. Donc, super important de mettre des conditions auxquelles vous êtes à l'aise et qui sont réalistes parce que votre financement doit aussi, que vous obtenez, doit aussi répondre aux conditions de 6.1. Donc, il faut vraiment être le plus réaliste possible. En 7.1, on dit que, outre les réserves outre ce qu'on peut trouver suite à une inspection, outre la déclaration du vendeur, vous avez visité l'immeuble une telle date et vous vous en déclarez satisfait. Donc, vous ne pouvez pas dire, ah, finalement, c'est pas la bonne maison, je ne l'aime pas. Vous ne pouvez pas vous retirer pour ça parce que vous l'avez visité, vous avez vu la déclaration du vendeur qui dit qu'il y a une fissure de fondation. Vous ne pouvez pas dire, je me retire parce qu'il y a une fissure de fondation.
elle était écrite dans la déclaration du vendeur. En 7.2, vous devez dire si vous avez un contrat achat avec votre courtier, ce qui devient de plus en plus typique. 7.3, 7.4, ça dit que l'acheteur va payer l'acte de vente, les droits de mutation. 7.5, super important, si vous voulez faire un flip de promesse d'achat, vous ne pouvez pas, parce qu'ici, ça dit que vous ne pourrez pas vendre, céder ou aliéner votre offre sans le consentement du vendeur. Donc, si vous voulez céder unilatéralement votre promesse d'achat, vous devez faire modifier cette clause-là. Mais dans le cas d'un achat résidentiel standard, ce n'est pas le cas. C'est plus des gens qui veulent ce qu'on appelle flipper des promesses d'achat qui vont demander d'enlever cette clause-là. Donc, si vous utilisez le formulaire de loi CQ et vous flippez des promesses d'achat sans modifier la clause 7.5 ici, vous ne pouvez pas. 7.6, super important, la clause de dommage. Si vous faites une promesse d'achat, elle est acceptée, faites l'inspection, vous remplissez vos conditions, il n'y a plus de conditions, vous dites, moi, je ne me présente pas chez le notaire. Bien, le vendeur et le courtier peuvent vous poursuivre en dommages. Donc, vraiment important de se rappeler qu'on ne peut pas sortir d'une promesse d'achat comme on veut. C'est vraiment pour des bonnes raisons comme l'inspection. Vous n'avez pas votre financement, vous avez mis une condition X, Y, Z qui n'est pas remplie comme la vente de votre propriété. Ben là, vous pourriez vous sortir de la promesse d'achat, mais si vous n'avez pas de raison, vous vous exposez à des dommages. 8.1, c'est la clause d'inspection. Donc, ça, c'est une clause par laquelle vous avez le droit de faire inspecter l'immeuble par un professionnel qualifié. Vous avez un délai pour le faire, un délai pour lire le rapport. Les conclusions suite à l'inspection, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, vous ne pouvez pas vous retirer d'une promesse d'achat s'il n'y a rien d'important à l'inspection par rapport à l'inspection. Il y a une prise de courant qui ne fonctionne pas. Il est écrit, ça prend des facteurs significatifs pour pouvoir le faire. Puis là, la définition de significatif, ça peut varier. Il y a des choses qu'on peut tous entendre. Il y a un problème de structure, oui. Mais si vous voyez qu'il y a une fenêtre décellée, que c'était dans la déclaration du vendeur, même si vous considérez ça significatif, vous le saviez avant de faire votre offre. Donc, vraiment, un facteur significatif. Et si vous voulez vous retirer, vous devez envoyer le rapport, pas juste des pages. Vous devez envoyer votre rapport d'inspection complet au vendeur, pas juste la page qui fait votre affaire. Donc, super important. Puis, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, vous ne pouvez pas automatiquement et unilatéralement renégocier le prix. Oui, ça se fait, mais il faut que ce soit une entente entre le vendeur et l'acheteur, à être de bonne foi tout le monde, puis que tout le monde est d'accord, mais il n'y a pas de, de garantie que le prix peut être renégocié. Puis juste en bas, il y a une petite boîte, si vous ne faites pas inspecter, nous, comme courtier, on doit vous recommander de le faire. Donc, on vous fait comprendre qu'on vous l'a demandé. En 9.1, c'est ici qu'on peut demander des documents de propriété. Par exemple, vous pourriez dire, je veux voir des factures de travaux, un contrat de location, euh, n'importe quel autre document. Mais ce qu'il ne faut pas mettre ici, c'est un certificat de localisation. Si on met un certificat de localisation à la clause 9.1, ne faites jamais ça, parce que si vous vous en déclarez satisfait et que plus tard, le notaire dit, écoute, certificat de localisation, il y a un problème, le vendeur pourrait dire, hey, dans la clause, là, tu t'es déclaré satisfait du certificat de localisation. Donc, vous mettez des choses importantes comme des factures, des tests, des analyses, mais vous ne mettez pas des documents qui doivent être inspectés, qui doivent être révisés par des professionnels, tel un certificat de localisation, parce que si vous déclarez satisfait de ça, vous pouvez être dans le trouble. Bon, puis là, il y a des délais à respecter, là, combien de jours pour vous les remettre, combien de jours pour vous déclarer satisfait, mais c'est assez usuel. Les déclarations du vendeur, je vais passer assez rapidement. Ça dit il est propriétaire de l'immeuble, il n'y a pas d'autres contrats et tout ça. Je vais attirer votre attention sur la clause 10.5. Ça, c'est une des clauses les plus importantes de la promesse d'achat. Si on découvre une irrégularité sur le titre de propriété, soit par l'examen du notaire des titres ou sur le certificat de localisation, qui malheureusement, des fois, il n'est pas prêt. On prend le contrat, on commande un certificat, ça prend un mois de l'avoir, on reçoit une promesse d'achat avant. Mais si on retrouve un problème sur les titres, comme j'ai déjà vécu, si vous regardez mon vidéo d'histoire à Sheffield, où le garage était non conforme, il aurait peut-être fallu le démolir. Bien, on a fait valoir la clause 10.5 qui dit on reçoit un vice, on déclare, le vendeur nous l'a déclaré. On a 21 jours pour décider est-ce qu'on achète, est-ce qu'on rend l'offre nulle, est-ce qu'on négocie quelque chose. Grosso modo, là, je vous l'ai résumé simplement, mais c'est un peu ça que cette clause-là veut dire.
Donc, s'il y a un vice qui est découvert, mais cette clause-là vient encadrer qu'est-ce qu'on doit être fait. Donc, super important de bien la comprendre. Puis s'il y a un vice, bien, rendu là, on analysera les situations. Là. Je ne veux pas vous faire des scénarios de vice de titre, mais c'est souvent des problèmes avec un certificat de localisation, règlement de zonage, zone d'érosion, protection riveraine, où on peut trouver des problèmes. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir un certificat de localisation au début du processus de vente. C'est merveilleux, ça règle bien des choses. Ensuite, la même clause de dommage en 10.7 s'applique au vendeur. Donc, si il décide de ne pas se présenter chez le notaire parce qu'il dit finalement, je ne voulais pas le vendre à cette personne-là, mais lui aussi s'expose à des dommages de la part de l'acheteur cette fois-ci et des courtiers. En 11.1, 11.2, 11.3, on parle de l'acte de vente. Donc, en 11.1, on dit l'acte de vente va se signer devant le notaire Pierre-Jean-Jacques, le ou avant le, et là, on met une date. Et c'est super important de dire que cette date-là n'est pas un délai de rigueur. Donc, par exemple, je mets le 15 décembre. Si on passe chez le notaire le 16 décembre, ça ne rend pas tout automatiquement nul, mais évidemment, si on ne se présente pas à la date qui est prévue, encore là, le 15 décembre, là, il peut y avoir des processus qui s'enclenchent, mais il faut quand même le planifier, puis je vous dirais que dans 99% des cas, les dates sont respectées, mais il peut arriver qu'il y ait des ajustements à faire. L'occupation des lieux. Le vendeur va devoir donner les lieux à une date et une heure, c'est ici qu'on le précise. Il faut dire que même si le vendeur quitte avant la date, exemple, l'occupation notariée le 15 décembre, l'occupation est le 20 décembre, mais le vendeur a quitté le 15 décembre. Il demeure quand même responsable jusqu'au 20 décembre. Les répartitions, c'est ce qu'on appelle les ajustements. Les taxes, en général, on va parler des taxes, mais il peut y avoir des réservoirs de propane qui sont loués ou d'autres choses comme ça, ou des réservoirs de mazout, même si c'est moins commun. Donc, on fait les répartitions en date de quand? Est-ce qu'on les fait en date de la signature de l'acte de vente et la date ou la date d'occupation? Ça se négocie. Il n'y a pas de bonne réponse universelle. Et si des fois, on voit ça, on notarie très, très à l'avance. On notarie le 15 décembre pour une occupation le 15 janvier. Ben, ici, on peut mettre une clause où il y a un loyer qui est payé en guise de compensation. On notarie un mois plus tôt, mais le vendeur remet à l'acheteur un montant, exemple, de 2000 dollars pour couvrir le mois, puis on a mis les ajustements en date, la date d'occupation, par exemple. Donc, l'acheteur ne se retrouvera pas à nécessairement payer son hypothèque et tout, parce que le vendeur va lui remettre une compensation. Donc, c'est à ça que la clause 11.5 parle. La clause de commission, je vais passer rapidement. Les inclusions. Donc, c'est là qu'on met les inclusions. Puis le principe des inclusions, c'est tout ce qui est fixe attaché à l'immeuble, qu'on parle de fixtures électriques, de réservoirs à eau chaude. C'est toujours inclus. Mais si vous voulez inclure un frigo, c'est ici qu'on le met. Puis je vous dirais que si vous avez des doutes, est-ce que le lave-vaisselle est inclus? Puis souvent, là, je dirais que c'est un point d'achat. Mettez-le. Trop fort ne casse pas. Donc, c'est toujours mieux d'en mettre plus. Puis ce qui est important sur les inclus et les exclus, qui sont la clause juste après, mais surtout pour les inclus, c'est qu'ils sont donnés sans garantie légale de qualité, mais doivent être fonctionnels. Donc, je vous donne mon lave-vaisselle, vous prenez possession, le lendemain, il brise. Too bad, c'est la vie, ça peut arriver, mais il brise une semaine avant le notaire. Je dois le réparer ou le remplacer par quelque chose d'équivalent. Mon lave-vaisselle de 20 ans brise, je n'ai pas à vous donner un lave-vaisselle neuf. Je peux vous donner un montant, le faire réparer ou vous acheter un lave-vaisselle usagé. C'est à voir. Aussi super important, en 11.7, les contrats de service, parce qu'on voit souvent des gens qui oublient de les mettre, les contrats de service. Puis ici, on va parler souvent de réservoirs de propane, de réservoirs à eau chaude et de système d'alarme. C'est que si je ne les mets pas, puis je vous dis, hey, le réservoir d'eau chaude m'appartient, il n'est pas loué, mais je vais être obligé de vous le payer s'il était loué. Mais s'il est loué, je vais l'inscrire ici. Mais je vous dirais qu'on essaie de faire attention, mais si vous vous faites tromper, ça peut vous coûter un réservoir à eau chaude, un réservoir de propane ou des choses comme ça. 11.8, je passe rapidement. C'est bien et services, ça, c'est s'il y aurait, exemple, une piscine achetée à crédit ou des choses comme ça, ou une thermopompe, mais c'est très rare que ça arrive. Si vous avez d'autres conditions à rajouter, vous les rajoutez en 12.1 ou vous pouvez les rajouter dans des annexes, lesquelles je ne passe pas au travail aujourd'hui, mais il existe toutes sortes d'annexes. Mais si vous voudriez faire une condition, une deuxième visite des lieux, vous pourriez l'écrire ici ou utiliser une annexe. Un test particulier, vous pourriez l'écrire ici ou faire une annexe, dépendamment si l'annexe existe déjà. Et dernier point, on lit les documents, la déclaration du vendeur. Ici, il y a d'autres annexes qui sont ici, on met les annexes plus traditionnelles, l'annexe résidentielle, l'annexe financement, des documents que je vous montrerai dans une autre vidéo.
Donc, c'est là qu'on les mettrait. Mais le plus important, c'est la déclaration du vendeur parce que vous allez l'avoir lu et compris. Ce document-là, je vais le passer en revue aussi dans une autre vidéo. Ensuite, conditions d'acceptation. Ça, c'est un délai qu'on met 1 heure et 1 jour pour l'acceptation de l'offre. Donc, si je mets le 8 janvier à midi, c'est un délai pour l'accepter. Le 8 janvier à midi 1, votre offre est nulle. Donc, vous n'êtes plus lié comme acheteur, mais le vendeur peut encore vous faire une contre-offre le 8 janvier à 14 heures s'il veut. Ça, il peut. Mais s'il veut l'accepter le 8 janvier à 14 heures, il va devoir vous faire une contre-proposition. Et finalement, les signatures. J'espère que les explications sur la promesse d'achat vous ont été utiles. Si c'est le cas, un pouce en l'air, ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. Je vais continuer à faire des vidéos sur l'immobilier et je vais continuer à faire sur plusieurs formulaires couramment utilisés. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!